Madame, Monsieur, bonsoir. Au menu de questions éco ce soir, CRI et CMI. Direction la région Fès-Meknès en première partie où il s'agira d'investissements en compagnie du directeur général du CRI et du Centre régional d'investissement de la région, Yassine Tazi. Alors, quels nouveaux investissements dans cette région en cette période inédite et comment créer des emplois et augmenter la participation de la région Fès-Meknès dans le PIB national, sachant que celle-ci draine autour de 9% à cette croissance nationale. Ensuite, on dressera le bilan du e-payment au Maroc, les chiffres et les nouvelles tendances. On en parle avec Michael Nassiri, directeur général du CMI, du Centre monétique interbancaire. Bienvenue à toutes et à tous. Et j'ai à présent le plaisir d'accueillir depuis Fès Yassine Tazi, directeur général du Centre régional d'investissement Fès-Meknès. Bonsoir Yassine Tazi. Bonsoir, merci pour votre invitation. Merci à vous d'être avec nous. Si on commençait d'abord par un bilan des actions, ou en tout cas du nombre d'entreprises qui ont été créées en 2020. Bien sûr dans la région Fès-Meknès, on s'entend. Bien sûr. Alors, peut-être juste avant de vous donner quelques indicateurs par rapport au bilan, rappeler que le CRI, dans sa nouvelle version, a beaucoup évolué depuis l'entrée en vigueur de la loi 47-18, donc qui est relative à la réforme des CRI, à la création des commissions régionales unifiées d'investissement, donc loi qui est venue suite aux autres orientations de Sa Majesté, que Dieu l'assiste, afin de donner une nouvelle impulsion à l'investissement à l'échelle des régions. Donc, il y a eu une évolution importante en termes de statut, d'organisation, de process, d'outils et de prérogatives. Si maintenant, effectivement, on fait un petit focus sur l'année 2020, je donnerai peut-être, par rapport à 3 axes, un premier bilan, effectivement, par rapport à la création d'entreprises. Donc, sur l'année 2020, il y a eu à peu près 3400 entreprises qui ont été créées au niveau du guichet unique du CRI. Sachant que ce sont essentiellement, en termes de forme juridique, des SARL et des personnes physiques. Ce sont près de 2500 certificats négatifs qui ont été délivrés, avec un délai moyen de création d'entreprise d'à peu près 5 jours et demi, ce qui est globalement positif malgré le contexte que vous connaissez, que nous avons vécu, et aux difficultés qui ont été recensées suite à la crise sanitaire que nous vivons, et les répercussions, bien sûr, qui ont eu lieu en termes de confinement, en termes d'arrêt temporaire des services des tribunaux de commerce pendant près de 2 mois. Donc, malgré effectivement tout ce contexte compliqué, l'élan est resté globalement positif, et c'est une bonne nouvelle. Ça témoigne un peu de la dynamique entrepreneuriale qui existe au niveau de la région. Sur un autre volet, en termes d'investissement, si je donne peut-être aussi quelques indications, il y a eu à peu près 74 réunions des commissions régionales unifiées d'investissement qui ont été tenues en 2020. Je rappelle que la commission régionale unifiée d'investissement est la commission qui est habilitée à évaluer, examiner et statuer sur les demandes relatives aux projets d'investissement à l'échelle de la région. Et ce sont donc près de 400 dossiers qui ont été examinés par la commission, avec un délai moyen d'instruction d'à peu près 23 jours. Et à peu près ce qui représente, en tout cas pour les dossiers qui ont obtenu et ont été statués favorablement par cette commission, c'est près de 5 milliards de dirhams d'investissement projetés et près de 11 500 emplois qui sont prévus. Donc là également, c'est malgré le contexte difficile, la dynamique d'investissement n'a pas fléchi durant cette période. Très bien. Alors, avant de peut-être passer au chantier, vous avez cité 11 500 emplois donc, qui sont ciblés. Et sur les 3 400 entreprises qui ont été créées, combien d'emplois ont été créés? Je pose la question parce que, bien sûr, il est à rappeler que la région, malheureusement, connaît un taux de chômage assez important par rapport à d'autres régions du royaume, bien qu'elle soit 4e en termes d'apport au PIB national. Mais la question de l'emploi reste centrale dans cette région de Fès-Meknès. Alors, combien d'emplois ont été créés en 2020 à travers ces 3 400 entreprises que vous avez citées? Alors, le suivi des emplois créés ne peut pas se faire durant la même année où la création d'entreprise a lieu. Comme vous le savez, il y a une période où l'entreprise est créée. Et ensuite, bien sûr, il y a un délai de montée en charge pour justement vérifier que les emplois qui étaient initialement projetés, vous savez, ce sont des emplois qui ne sont pas forcément projetés sur la première année de création, mais qui sont projetés de manière progressive. Et donc, il faut par contre laisser, on va dire, un peu de temps, un délai,
pour laisser à l'entreprise le temps de se mettre en place, de commencer à produire. Et par la suite, en fait, ce qui est réalisé, ce sont des enquêtes, ce sont des recoupements avec les différentes administrations, donc la CNSS, etc., pour vérifier justement que les emplois qui étaient initialement projetés dans le cadre de ces créations se sont bien, on va dire, concrétisés. D'où Et les par la 11 suite, identifier 500. justement quelles sont les entreprises. Exactement, tout à fait. Très bien. Alors, puisqu'on parle d'avenir, quels sont les chantiers actuels sur lesquels vous travaillez, en l'occurrence pour créer plus d'entreprises et puis on parlera bien évidemment après des secteurs qui sont existants, bien sûr, naturellement. Il y a l'agriculture, le tourisme, les services, mais est-ce qu'on tend à chercher d'autres investissements dans d'autres filières? Parlons d'abord, si vous le permettez, n'est-ce pas, des chantiers en cours? Très bien. Alors, je pense que comme vous le savez, la région Fès-Meknès est l'une des premières régions à avoir concrétisé son plan de développement régional qui, justement, est donc dans le cadre de ce contrat État-région. Ce sont 97 projets qui sont programmés pour un investissement global de 11,2 milliards de dirhams. Alors, ces projets qui s'inscrivent dans le cadre du plan de développement régional ont pour objectif justement d'améliorer un certain nombre d'aspects, que ce soit en termes d'infrastructure, que ce soit en termes de qualité, de qualification de ressources humaines, etc. Donc, il y a plusieurs chantiers qui ont été identifiés sur différents secteurs pour justement permettre le développement qui est prévu justement et qui s'inscrit dans le cadre de cette vision-là et dans le cadre du SRAT, qui est donc le document qui fixe la vision sur un horizon moyen-long terme du développement de la région. Alors, vous l'avez évoqué, Madame Yersen, il y a des secteurs, on va dire, qui sont classiques, traditionnels au niveau de la région Fès-Meknès. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, la région contribue est le quatrième contributeur à la richesse nationale, avec près de 9,5% en termes de PIB. Le PIB, en tout cas régional, en termes de structure, et on va dire est plutôt axé autour du secteur tertiaire à hauteur de 64%, du secteur primaire dans un second temps à hauteur de 22% et du secteur secondaire à hauteur de 14%. Donc, il y a des secteurs qui sont traditionnels et qui font un peu la force de la région. Je pense que vous le savez, ce sont des secteurs classiques comme l'artisanat, le tourisme. Il y a également, bien sûr, l'agriculture, qui sont des secteurs qui emploient beaucoup de personnes, justement, où il y a un vrai savoir-faire. Juste pour vous donner une idée, au niveau de l'artisanat, ce sont plus de 120 000 artisans qui existent au niveau de la région Fès-Meknès. Ce sont 40 000 unités de production, un chiffre d'affaires annuel de 10 milliards de dirhams. Et bien sûr, comme vous le savez, une large variété de produits à l'export avec des labels au niveau de la région, une vingtaine de marques collectives de certification. Et justement, pour accompagner le développement de l'artisanat, donc il y a des projets, des programmes d'envergure qui ont été lancés, notamment pour la réhabilitation des médinas de la région et pour la valorisation de l'artisanat. Est-ce qu'il y a des programmes aussi qui ont été lancés pour accompagner ces artisans en cette période très délicate que nous sommes en train de vivre? L'artisanat, tout comme le tourisme, a été frappé de plein fouet et souffre encore des répercussions de la pandémie. Que fait le CRI justement pour ce secteur en particulier? Vous avez tout à fait raison, effectivement, de le souligner. Il y a des secteurs qui ont été énormément impactés par la crise sanitaire que nous vivons. Et vous l'avez évoqué, ce sont surtout l'artisanat, le tourisme, qui sont deux secteurs interdépendants, le transport dans un autre registre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, et comme vous le savez, l'artisanat est un secteur plutôt où il y a une grande partie d'informel. Et donc, ce sont on va dire une catégorie qui n'a pas été éligible, en tout cas, à une grande partie des programmes d'accompagnement des opérateurs qui ont été accompagnés durant cette phase de crise sanitaire. Et donc, au niveau de la région Fès-Meknès, nous avons réfléchi et nous avons, en tout cas, dans un premier temps, organisé des rencontres avec les opérateurs des secteurs les plus impactés pour voir quelles étaient leurs difficultés et voir comment, à l'échelle de la région, nous pouvions intervenir pour les accompagner dans le cadre de la relance de leurs activités, dans un premier temps. Et dans le deuxième temps, pour l'artisanat de manière plus précise, nous avons travaillé sur la mise en place d'un fonds régional. Alors, ce fonds régional, son objectif est le suivant. C'est un projet qui, on l'espère, se concrétisera dans les jours à venir, mais nous avons négocié avec la fondation Tawfir de microcrédit un taux historiquement bas pour que les artisans puissent bénéficier de microcrédits qui sont nécessaires pour la relance de leurs activités, pour l'achat de matières premières ou autres. Et ces microcrédits seront garantis par un fonds au niveau de la région,
qui va permettre justement de servir de garantie par rapport à ces microcrédits. Donc, c'est un fonds qui a pour objectif, dans un premier temps, d'accompagner 5 000 artisans, dans un premier temps, avec on va dire des subventions, enfin, ce n'est pas des subventions, c'est des microcrédits justement sur des petites sommes qui sont nécessaires au démarrage des activités. Et l'objectif, c'est une fois que l'opération aura été réalisée, la généraliser bien sûr et capitaliser sur cette expérience. Il nous reste très peu de temps, Yacine Tazi. Un dernier mot sur le digital et sur cette transformation digitale. On voit que la région est en train de prendre ce virage. Comment le réussir? Très rapidement, il nous reste très peu de temps. Merci. Très bien, très bien. Alors, très rapidement, le digital est un des secteurs d'avenir, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, nous avons les secteurs classiques, il y a le digital qui concerne l'avenir. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir au niveau de la région une concentration de compétences en termes de technologie d'information et d'innovation. Très rapidement, il y a la première école d'ingénierie et d'intelligence artificielle en Afrique au niveau de la région Fès-Meknès. Nous avons plusieurs structures d'incubation comme l'incubateur de start-up de l'Université Euromède de Fès, la Cité de l'innovation qui permet la valorisation de la recherche et le transfert de technologies, le carré des innovateurs au niveau de la Chambre de commerce. Et il y a de grands chantiers qui ont été lancés autour du digital, comme le schéma numérique régional de la transformation digitale du territoire, le projet de Fès Smart Factory, donc, qui est le premier projet d'écosystème 4.0 au Maroc, qui va permettre du transfert de technologies, de l'incubation, de la recherche et développement. Et il y a bien sûr d'autres projets autour du digital qui sont lancés avec, nous sommes la première région pilote, je tiens à le rappeler, qui a fait l'objet d'une convention entre le CRI et l'APBI pour créer une antenne régionale de l'APBI, pour créer un écosystème autour du digital et pour accompagner les entreprises de la région dans le cadre de leur transformation digitale. Merci. Merci Yacine Tazi, directeur général du Centre régional d'investissement Fès-Meknès. En tout cas, un avenir prometteur pour cette région. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci. Et nous passons à présent à la seconde partie de questions éco. Et on parle digital, on parle plutôt de monnaie digitale ou de e-payment. Depuis Casablanca, j'ai le plaisir d'accueillir Michael Nassiri, directeur général du Centre monétique interbancaire. Bonsoir Michael Nassiri. Bonsoir. Donc, nouveauté, le paiement sans contact passe à le seuil des 600 dirhams. Si on devait peut-être rappeler quelques chiffres relatifs au paiement sans contact, qui a bien sûr connu un boom, on le sait, dans le sillage un peu de cette pandémie et des mesures barrières, et ce qui fait que c'est une tendance qui s'est développée nettement en 2020 au Maroc. Parlez-nous des principaux chiffres et tendances, justement. Tout à fait. Donc, comme vous l'avez dit, la pandémie a été un catalyseur, un accélérateur de l'adoption et de l'usage de ce mode de paiement, donc qui a été lancé fin 2016. Depuis la pandémie, bien entendu, ce mode de paiement a été plébiscité à la fois par les porteurs de cartes et par les commerçants qui ne souhaitaient pas donc toucher soit le terminal de paiement ou manipuler du cash. Et on a enregistré une croissance assez significative. Aujourd'hui, une transaction sur 4 est réalisée en sans contact. Donc au départ, le plafond de paiement en sans contact, sans la saisie du code PIN, était de 200 dirhams. Nous l'avons augmenté donc en mars dernier à 400 dirhams. Et très récemment, donc, il y a eu ce plafond qui a été porté à 600 dirhams, donc pour permettre de régler des montants un peu plus importants sans avoir à saisir son code secret. Donc la tendance aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est une transaction sur 4 environ qui est faite en sans contact. Nous constatons également un usage sur les petits montants. Donc le panier moyen des transactions sans contact tourne autour de 170 dirhams. Par rapport à une transaction qui se fait normalement donc en mode contact qui tourne autour de 400 dirhams. Donc nous avons une prépondérance de petites transactions chez les pâtisseries, boulangeries, au niveau des stations-service, au niveau de la grande distribution également. Donc il y a un certain nombre de secteurs où on constate une réelle dynamique de ce nouveau mode de paiement qui est largement plébiscité par les porteurs de cartes. Et si on devait parler de la dynamique du e-commerce, on a vu pulluler sur les réseaux sociaux de nouvelles plateformes. On peut payer sur Internet, mais il y a beaucoup qui échappent justement à ce paiement ou e-paiement.
à savoir les paiements à la livraison. Est-ce qu'on peut dire que le e-commerce a lui aussi connu une bonne évolution et est en train de effectivement s'installer dans les mentalités, ou la tendance est restée neutre, voire même avec une Non, légère non. augmentation? Non, non, la tendance est clairement à l'augmentation. Donc, on a, dès le confinement, donc il y a un an exactement, nous avons constaté donc un basculement donc des transactions vers les sites de e-commerce qui proposaient donc leurs produits en vente à distance. Ce sont d'abord des players qui existaient Oui. sur Internet, mais on a aussi enregistré de nouveaux acteurs qui sont venus donc sur ce nouveau canal de distribution, et notamment des enseignes physiques qui ont donc basculé sur le paiement en ligne, parce que l'activité, enfin leur commerce physique était fermé donc pendant les mois de mars et avril et mai dernier. Et donc pendant cette période-là, donc on a vu vraiment un mouvement assez significatif des transactions vers le e-commerce, et cette tendance s'est maintenue. Donc ce sont des canaux, même après donc le déconfinement et la reprise de l'activité sur les commerces non essentiels, cette activité-là a été maintenue, et elle a continué à se renforcer. Nous avons vu également les activités de e-gov, de paiement de factures, profiter largement donc de ce mode de paiement. Mais ce que l'on voit de manière assez significative, et comme vous l'avez dit, ce sont beaucoup d'acteurs donc qui offrent des solutions de marketplace, de nouvelles marketplaces, donc qui sont venus enrichir le paysage du e-commerce au Maroc. Et donc parallèlement donc à cette tendance, et donc face à la réticence donc des clients de manipuler du cash justement pour les transactions payées en cash à la livraison, nous avons également équipé les flottes des livreurs en terminaux de paiement électronique pour pouvoir encaisser également en carte bancaire lors de la Voilà. livraison. Donc la part des paiements électroniques sur le e-commerce s'est nettement renforcée par rapport au cash chez Très tous bien. les acteurs, disons, qui sont installés dans cette activité. Donc la tendance, elle est clairement à la digitalisation et à la dématérialisation et à la réduction du cash pour ce type de transactions. Alors oui, alors réduction de cash pour ces transactions, mais qu'en est-il du projet de la M-Wallet et de cette réduction de cash qui, rappelons-le, a explosé ces derniers mois, en l'occurrence à cause notamment de la distribution d'aides directes aux ménages qui ont bien sûr souffert des effets de la pandémie. Mais quels sont les freins de l'expansion ou à l'expansion de cette M-Wallet et du e-payment de manière globale au Maroc? Alors, en ce qui concerne les M-Wallet, donc, qui ont été lancés, donc le mobile payment a été lancé il y a à peu près un peu plus de 2 ans. Donc, la tendance aujourd'hui, elle est positive, dans le sens où il y a de plus en plus de gens donc, qui téléchargent des applications et qui ouvrent des comptes de paiement auprès des établissements de paiement qui ont été agréés par la Banque centrale. Donc nous sommes aujourd'hui à un peu plus d'1,5 million de M-Wallet qui sont opérationnels et qui sont interopérables, donc complètement interopérables, puisqu'ils permettent de faire des transactions entre des M-Wallet des différents établissements. Donc ça a été c'est un point fort de l'écosystème de paiement mobile au Maroc. Donc c'est un nouvel écosystème qui est en train d'être mis en place. Il y a beaucoup de sensibilisation et d'éducation à faire auprès donc des populations à inclure financièrement. La tendance, et comme je l'ai dit, elle est positive, dans le sens où on a de plus en plus de transactions qui se font à travers ces M-Wallets. Ça reste timide encore par rapport à la monétique, mais la tendance et l'adoption se fait petit à petit. Et il y a donc l'ensemble des briques de l'écosystème qui est en train d'être mise en place. D'abord, l'alimentation de ces M-Wallets à travers un certain nombre de dispositifs. Donc il y a des dispositifs d'aide sociale qui sont, donc il y a le programme Taysir par exemple, qui permet d'alimenter ces M-Wallets, Voilà, et les gens parce que peuvent les e-wallets, retirer leur il faut le argent. rappeler, Michael Nassiri, Oui, c'est une question de cible aussi. Ce n'est pas la même cible que pour les tout à paiements, fait. pour les autres paiements. Mais est-ce que vous pensez, puisqu'on parle de cible, est-ce que vous pensez que les frais sont adaptés justement à ces cibles-là? Vous avez parlé d'interopérabilité, mais à quel prix?
Alors aujourd'hui, les frais de tenue de compte d'un compte de paiement donc, qui utilise des services M-Wallet, donc ces frais-là sont gratuits. Donc aujourd'hui, vous pouvez bénéficier d'un compte de paiement sans avoir à supporter de frais. Mm. Les paiements chez les commerçants donc, qui acceptent les paiements mobiles sont gratuits pour le porteur. Donc il n'y a pas de coût, de charge spécifique qui est supporté par le porteur ou par le détenteur d'un compte de paiement ou d'un M-Wallet. Donc en termes de barrières à l'entrée ou de coûts pour les porteurs, il n'y a pas ce n'est pas une barrière. En tout cas, le coût n'est pas une barrière. Et d'ailleurs, l'ADN et l'essence même de ce projet, c'était de pouvoir proposer donc aux Marocains des solutions de paiement qui soient beaucoup plus, dont le coût est beaucoup plus supportable par rapport à un compte bancaire. Donc aujourd'hui, le coût n'est pas une barrière, donc le porteur ne supporte pas de charges particulières. Il y a bien entendu des services qui sont payants, notamment transférer de l'argent d'un wallet à un autre. Les prix sont tout à fait compétitifs par rapport aux opérateurs de transfert, aux opérateurs de cash, donc chez qui on peut aller déposer du cash pour le transférer donc à un membre de la famille. Donc les coûts sont très très compétitifs, beaucoup moins chers que lorsque vous le faites en transférant du cash. Le paiement chez le commerçant est gratuit pour le porteur et les retraits graves interopérés sont payants. Donc l'alimentation d'un wallet est gratuite, donc le cash-in est gratuit pour les porteurs pour pouvoir justement favoriser l'alimentation de ces wallets. Et il y a effectivement des coûts pour pouvoir retirer son argent, l'objectif étant de laisser cet argent dans l'écosystème et pouvoir justement circuler d'un porteur de wallet vers un commerçant qui va aller lui aussi payer donc un livreur qui lui a livré le lait ou les boissons, etc. Et donc de créer justement cet écosystème vertueux pour que l'argent électronique puisse circuler de manière sans friction, Est-ce qu'on sans a pensé coût à des solutions, pour les justement différents acteurs. Les différents acteurs, il y a les commerces de proximité qui drainent en tout cas, la part du lion de la consommation. Ah bah bien sûr. Est-ce qu'on a pensé à des solutions innovantes pour ces commerces de proximité, ces épiceries qui font Tout à fait. Oui. L'épicier ou le commerçant de proximité est un maillon essentiel dans la réussite et dans la pérennisation de cet écosystème de paiement mobile. Donc les commerçants sont bien entendu des acceptants de paiement, donc ils sont dotés soit de terminaux Android nouvelle génération qui permettent d'accepter ces paiements-là, soit ils ont des QR codes statiques qui sont apposés à côté de la caisse et que l'on peut scanner pour pouvoir payer. Et on voit aussi des solutions très intelligente pour les commerçants et même pour le petit commerçant, pour qu'il puisse faire du click and collect, pour qu'il puisse aussi proposer de la vente à distance, pour qu'il puisse être payé à distance, que ce soit avec un M-Wallet ou avec une carte bancaire. Donc il y a des solutions aujourd'hui de caisses intelligentes sous Android qui permettent justement d'apporter cette innovation et accompagner ces nouveaux modes de distribution, parce qu'on assiste vraiment à une transformation assez importante des modes d'achat et de distribution qui sont en train de bien prendre notamment au niveau des grandes villes au Maroc. Et on voit donc ces solutions. On voit aussi des acteurs marocains, des startups qui proposent des solutions très innovantes, de caisses intelligentes, qui sont connectées aussi à Internet et qui permettent d'exposer les produits pour les clients, qui peuvent acheter à distance, même en appelant par téléphone, et pouvoir se déplacer pour récupérer leurs produits. On a vu également donc des solutions qui ont été déployées, des solutions d'acceptation chez les commerçants, mais également chez les industriels et les distributeurs de produits de grande consommation qui sont en train aussi de s'équiper pour que le commerçant les règle également avec son M-Wallet ou avec une carte bancaire. Donc il y a tout cet écosystème et tous ces acteurs de l'écosystème qui sont en train de peut-être pour que ce soit vulgarisé auprès même de ces commerces de proximité.
ces commerçants. Alors, il y a des campagnes de communication et de sensibilisation qui sont en cours d'être déployées et qui s'adressent justement à cette catégorie d'acteurs. Il y a aussi le ministère de l'Éducation nationale à travers le programme Taysir, qui est également qui concerne d'un côté les bénéficiaires de ces aides qui vont aller payer chez les commerçants de proximité. Donc en fait, c'est tout l'écosystème qui est en train de bouger et de s'adapter à cette nouvelle donne. Et voilà, on ne parle pas aujourd'hui de frein. Il y a bien entendu une construction à faire brique par brique. Et Inch'Allah, donc on atteindra, en tout cas, on pourra, disons, convaincre l'ensemble des acteurs de cet écosystème pour pouvoir pérenniser et assurer l'adoption et l'usage permanent de ces outils-là. Très bien, merci beaucoup Michael Nasseri, directeur général du Centre monétique interbancaire, d'avoir répondu à la question. Merci. Merci. Voilà, c'est la fin de Questions Éco. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée et un excellent week-end.